Salut Mission Japon, bienvenue en Alsace et bienvenue chez moi pour découvrir ma collection. Moi je m'appelle Fabrice, j'ai 40 ans, j'habite en Alsace et donc j'ai comme passion principalement Nintendo et j'aime beaucoup le Japon depuis quelques années maintenant. En fait j'ai pas commencé par Nintendo, j'ai commencé par collectionner les consoles en général. Dans les années 2000 j'avais envie de retrouver un peu les consoles de mon enfance que je jouais quand j'étais ado et plus jeune. Et en fait sur un vide-grenier j'avais trouvé une Mega Drive et une NES donc que j'ai acheté. À force de jouer à ces jeux-là à nouveau, je me suis rendu compte que j'étais toujours plus attiré par Nintendo, par les jeux Nintendo que Sega. J'étais beaucoup plus Nintendo. Par le passé, avec les amis, on jouait souvent à des consoles Nintendo, donc c'était une partie de mon enfance qui revenait, on va dire, régulièrement. Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Avec Rob, le robot surdoué, vous êtes le maître de vos aventures. Des aventures dont vous êtes le héros. Des scénarios passionnants et pleins d'humour. Des heures et des heures de jeu. Et pour la première fois au monde, des cassettes à mémoire qui enregistrent vos résultats. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. De fil en aiguille, à force d'acheter des consoles, alors je les prenais pas en boîte, hein. C'était généralement des trucs que tu trouvais en vide-grenier, sans boîte. Et puis j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus donc, à la marque parce que à un moment je me posais la question, mais Nintendo, ok, super, les consoles, ouais, ça me rappelle plein de trucs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce que l'entreprise faisait autre chose? Enfin, ça a commencé à m'intéresser de savoir un peu plus l'histoire de la firme. Et dans les années 2004, à peu près 2004-2005, j'ai arrêté la collection des autres consoles qui n'étaient pas Nintendo, donc j'ai revendu beaucoup de choses. Et je me suis lancé plus dans la recherche de l'histoire de Nintendo. Donc ça a commencé vraiment en 2004, les recherches. Sur le net, il n'y avait pas grand chose, on ne trouvait pas beaucoup d'infos encore. C'était vraiment très difficile à trouver. Et puis j'ai rencontré quelques années plus tard Florent Gorge qui a sorti l'histoire de Nintendo en 2008. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient aussi passionnés par ça. Et c'est comme ça que j'ai pu le connaître d'ailleurs. Mais Internet a fait beaucoup, parce que c'est vrai qu'après, quand ça s'est lancé, il y avait quand même plus d'infos. Les sites d'enchères commençaient à venir, on commençait à récupérer beaucoup plus d'informations sur la marque. Alors Nintendo, c'est une entreprise qui a été créée en 1889. Ils ont commencé par des jeux de cartes, donc ce qu'on appelle les Hanafuda. Donc c'est les premiers jeux de cartes qu'on peut voir sur l'étagère ici. Donc ils ont commencé par les Hanafuda et après ils ont fait des Karuta. Et ils ont commencé à faire des jeux de cartes occidentaux aussi. Et puis ils ont fait des jeux de société, ils ont fait des jouets, des jeux électroniques. Et ils sont entrés dans les consoles de jeux vraiment dans les années 70 et chez nous bien plus tard avec la NES dans les années 80. Il y a eu un peu des Game Watch. Compact. No. Game Watch. Multi-screen. Cigarette case. No. Game Watch. Multi-screen. 上下2つのスクリーンで1つのゲーム。下から上へ、上から下へマルチに展開。ドンキーコング。オイルパニック。スクリーンが2枚で楽しさ3倍。ゲームウォッチマルチスクリーン。Mais la NES, c'était vraiment le déclencheur pour Nintendo, en tout cas en Europe. Elle était sortie bien avant au Japon, sous le nom Famicom Computer. Elle est arrivée chez nous 2 ans plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un panel de l'histoire de la firme, depuis sa création jusqu'à nos jours. Des collectionneurs Nintendo, il y en a des masses. Par contre, des collectionneurs, la partie d'avant, il n'y en a pas énormément. On est quelques gros collectionneurs où on se connaît un petit peu entre nous. Il y a un Hollandais, il y a un Japonais. La partie qui m'intéresse, donc les années avant 1980,
il n'y a pas le choix, c'est qu'au Japon. On peut trouver bien sûr sur eBay des objets, mais la plupart du temps c'est hors de prix. Parce que les gens qui les mettent, ils les récupèrent au Japon et puis ils les revendent à 3-4 fois le prix. Et sinon c'est quasiment que des sites d'enchères japonais au Japon. Ou des sites, ça m'est arrivé d'acheter quelques objets sur des sites qui n'étaient pas un site d'enchères mais des sites de vente, une petite boutique japonaise qui avait un ou deux jeux de cartes Nintendo qui vendaient en ligne. Donc après il faut passer par des intermédiaires pour pouvoir acheter chez eux. De temps en temps, il y a une petite pépite qui tombe en disant « Ouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Alors souvent quand ça tombe, le prix monte en conséquence forcément. Mais ça nous arrive de temps en temps, moi ça m'arrive de tomber sur des choses. Après je communique avec d'autres collectionneurs en disant « Est-ce que tu as déjà vu ça ou tu as déjà vu ça ?» Et puis on se dit « Ah oui, ça je l'ai vu une fois il y a 10 ans » ou « Ah non, jamais vu ». Donc on communique toujours entre nous à savoir si c'est des choses qui viennent régulièrement ou qu'on n'a jamais vues. Au bout d'un moment, Nintendo sentait que, même en faisant des Hanafuda, des Karuta, des jeux de cartes occidentaux comme on peut le connaître, au bout d'un moment, il ne pouvait pas continuer à vivre que avec des jeux de cartes. C'était un marché où les gens, une fois qu'ils avaient 1 ou 2, 3 jeux de cartes, voilà, les gens on les garde des années, jouent de temps en temps avec, mais il fallait se diversifier, ils ne pouvaient pas vivre que de ça pendant des années et des années. Ils ont essayé pas mal de choses différentes qui n'ont pas marché, des sociétés de taxi, des love hotels, bref, des nouilles instantanées, des choses un peu spéciales où ils se sont plantés radicalement. Et ils ont eu de la chance aussi de rencontrer des bonnes personnes comme Gunpei Yokoi qui a eu des bonnes idées pour faire avancer Nintendo et avec des objets qui ont vraiment marché comme l'Ultra N qui se trouve ici et qui ont fait que Nintendo aussi a commencé plus à rentrer dans le jouet. Après les jeux de cartes, ils voulaient se diversifier, donc ils voyaient qu'ils restaient comme ils étaient mieux dans le domaine de tout ce qui était divertissement que taxi et autres. Donc ils ont commencé à créer des jouets. Ensuite, une fois qu'ils ont fait des jouets, des jeux de société, après bon, Nintendo n'était pas toujours que des créateurs, hein, c'était aussi un peu des copieurs, hein, comme beaucoup de gens à l'époque, parce que derrière moi on peut voir des Lego Nintendo, ce qu'on appelle. Ils ont d'ailleurs des procès contre Lego suite à ça. Sur leur publicité, ils vantaient les mérites que leur Lego à eux. Ils avaient des formes rondes, pas carrées, donc une fusée, ça ressemblait vraiment à une fusée. Ils avaient mis une fusée Lego qui était avec des briques carrées, et la fusée à eux qui était arrondie, en disant voilà, la nôtre au moins elle ressemble à une fusée. Donc voilà, c'était un peu leur argument. Mais bon, ils n'étaient pas très. Les Lego, Nintendo n'était pas terrible comme point de vue clipsage, et pour que ça tienne, c'était quand même moyen par rapport à Lego. C'est un point important pour Nintendo parce qu'en 1959, ils ont eu un contrat avec Disney et ils ont pu sortir plein de personnages Disney sur leurs jeux de cartes. Et les enfants donc, au Japon, ils aimaient bien collectionner les différents personnages. Donc ça fait vraiment un grand bol d'air à Nintendo parce qu'ils commençaient tout doucement à s'essouffler avec les jeux de cartes. Hein. Parce que bon, au bout de 60 ans à faire des jeux de cartes, le marché commençait à faiblir. Donc ils ont fait beaucoup de jeux de cartes Disney avec plein de personnages différents. Ils ont fait des jeux de société Disney avec les personnages sur les boîtes, sur les cartes. Donc tout ça, les enfants japonais, ils étaient super fans. Donc ça donnait un grand bol d'air à Nintendo vraiment avant de rentrer dans la partie, on va dire, plus électronique. Et après, en fait, au fur et à mesure aussi de l'avancée et les années qui s'écoulaient, donc il y a l'électronique qui commençait à apparaître et ils ont commencé à faire des jouets en incorporant justement des petites choses électroniques dedans. Donc ils ont fait des pistolets opto-électroniques, ils ont fait un Duck Hunt qui est sorti bien avant le Duck Hunt de la NES. Et après, dans les années 70, vraiment là, ils ont commencé à rentrer avec les jeux vidéo dans les bornes d'arcade et sorti les premières consoles au Japon.
les TV Game 6 quand c'était la mode des Pong, lancés par Atari, etc. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont évolué au fur et à mesure entre les jeux de cartes et les consoles, où après définitivement ils ont abandonné les jeux de société, les jouets dans les années, fin des années 70 pour faire vraiment que du jeu vidéo. Il y en a quelques-unes, oui, qui sont effectivement qui me plaisent bien. Donc c'est le Twins qui est derrière, il y a la grande boîte blanche là. Donc c'est un des plus gros jouets Nintendo qu'ils ont fait, c'est une sorte un jouet multi-activité pour les enfants. Donc ils ont fait une petite période avec des jeux pour enfants, des poussettes, etc. Donc ça c'est une balancelle rouge où on pouvait poser un bébé dessus, il y avait des enfants qui pouvaient faire la balançoire, on pouvait le retourner pour faire un petit pont, etc. Donc il y avait vraiment une multi-activité. Et c'est une pièce assez originale pour Nintendo par rapport à tout ce qu'on peut connaître. Donc c'est une pièce que j'aime bien. Et sinon il y a aussi un jeu de Karuta, des cartes sur des cartes patriotiques. Donc c'est un jeu qui est sorti qu'en 1942 lorsqu'il y avait la guerre du côté du Japon. Et en fait le gouvernement avait demandé aux fabricants de jeux de cartes d'inscrire dessus des thèmes patriotiques plutôt que des jeux qu'on appelait les 100 poèmes, les jeux des 100 poèmes qui étaient les Karuta. Donc c'est sorti qu'en 1942 et c'est une période pour Nintendo assez délicate parce qu'il y a beaucoup de jeux, de sociétés de jeux de cartes qui ont fermé pendant ces périodes. Nintendo a pu survivre entre autres à cause de ça, mais aussi parce qu'ils étaient quand même reconnus comme un grand fabricant de jeux de cartes. Voilà, donc c'est une période que j'aime beaucoup de Nintendo. Ce qui se trouve dans la vitrine là, c'est des pièces que j'aime beaucoup, c'est les 2 samples Nintendo là, qui sont des livres qui étaient normalement utilisés par les commerciaux Nintendo dans les années 60. Donc ils allaient démarcher les boutiques et proposer en fait différentes sortes de cartes qu'ils avaient dans leur catalogue. Donc c'est pas des photos imprimées, c'est des vraies cartes qu'il y a dans le magazine, qui sont collées, marquées sample, avec le prix en dessous. Et donc il y a tout un lot de cartes à l'intérieur, donc c'est vraiment de belles pièces qu'on trouve pas très souvent. Après il y a cette partie là avec Mickey. Alors ça c'était dans les années 60, Nintendo était rentré dans l'alimentaire. Et en fait, ils ont fait pendant 3-4 ans de l'alimentaire, ça n'a pas du tout marché, hein. Ils ont fait des pâtes lyophilisées, des choses comme ça. Et en fait, cette boîte-là, c'est une boîte qui contenait du furikake, et en fait, qui étaient des épices qu'on mettait au-dessus du riz japonais. Et cette période, étant donné que c'est une période alimentaire, on trouve très peu de choses de Nintendo parce que la plupart des pièces ont été jetées. Puis là, c'est une boîte encore de l'époque qui est encore assez neuve, donc c'est vraiment des pièces qu'on trouve très peu souvent au Japon. Alors la pièce la plus ancienne, c'est un jeu de cartes Hanafuda qui se trouve dans la vitrine. C'est un jeu de cartes qui, alors on présume, parce que c'est difficile à dater, par rapport, il y a un timbre fiscal qui est collé sur la boîte, et en fonction des timbres fiscaux, on peut donner une période, on va dire, on peut donner une période aux jeux de cartes, parce que les jeux de cartes étaient taxés. Et donc ce jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui a été importé aux États-Unis, qui est passé par le Japon, importé aux États-Unis, parce qu'on sur le timbre fiscal, il y a marqué en tout fin en filigrane San Francisco, donc on présume qu'il est passé par le port de San Francisco. C'était lors de la migration de beaucoup de Japonais aux États-Unis, avant que le gouvernement dise stop, arrêtez aux États-Unis, il y a trop de gens qui arrivent. Et en fait, donc ce jeu de cartes, on le met aux alentours de 1920 à peu près. Donc, après, en dessous, c'est vraiment difficile à trouver des pièces aussi les années en dessous de 1920 parce que les Hanafuda, c'était enfin avec de l'écorce, du mûrier. Donc les cartes, dans le temps, ne tenaient pas forcément excessivement longtemps. Donc très difficile à trouver des pièces en dessous de 1920. Très délicat. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir une vue générale de la firme.
Donc après, il y a des choses que j'aimerais bien, effectivement, qui sont pas souvent, comme l'Othello Computer que j'ai pas, et qui, pareil, qui ne sort pas souvent, que ce soit dans les enchères japonaises ou autres, difficile à voir. Et la poussette de Nintendo là, que j'ai pas et que j'aimerais bien avoir, parce que c'est une période, on va dire, c'est surtout par rapport à la période, parce que c'est une période vraiment où ils ont fait quelques petits trucs pour les enfants, et j'aurais bien voulu un peu plus étoffer cette partie-là. Donc ouais, ces 2 pièces, j'aimerais bien pouvoir les trouver, mais très difficile, très difficile.